Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'édition spéciale. Aujourd'hui, nous allons en Irak, en pleine impasse politique et où les tensions s'accumulent dans l'attente de la nomination d'un nouveau président et de son premier ministre. 10 mois après les élections législatives d'octobre 2021, des milliers de partisans de l'influent leader politique Moqtada Sadr ont envahi une nouvelle fois hier le Parlement irakien qu'ils comptent occuper jusqu'à nouvel ordre après une journée de manifestation dans le pays en pleine crise politique. Donc, que se passe-t-il en Irak? Nous allons tenter d'en savoir un peu plus avec nos invités, en l'occurrence Michel Rimbaud, ex-ambassadeur de France, ayant été en poste en Mauritanie, au Soudan et au Zimbabwe. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Rimbaud, vous êtes également essayiste. Nous accueillons également Zine Cherfaoui, directeur de la rédaction à Al-Watan. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors messieurs, restez avec nous. Nous nous retrouvons juste après ce point sur la situation signé Sofiane Baroudi. La crise politique en Irak atteint vraisemblablement une phase critique. Après une tentative mercredi dernier, l'occupation du Parlement par les partisans de Moqtada Sadr est aujourd'hui effective. Les partisans de la première force politique issue des dernières législatives rejettent la nomination au poste de Premier ministre de Mohamed Shia Soudani. Ce proche de l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki est accusé de corruption par le courant de Moqtada Sadr. Soudani est issu du cadre de coordination, une alliance de fractions proche de l'Iran, regroupement al-Hashd al-Sha'bi, une faction armée intégrée à l'armée irakienne, ainsi que d'autres formations politiques, à l'instar du courant Da'wa ou d'Al-Hikma, dont les locaux ont été attaqués hier soir. À ce propos, Ammar al-Hakim, dirigeant de ce courant, a appelé à l'instauration d'un dialogue apaisé entre les sadristes et les partisans du cadre de coordination. Le président du Parlement irakien, Mohamed al-Halboussi, a pour sa part appelé les manifestants à préserver le caractère pacifique et les forces de l'ordre à ne pas réprimer afin d'éviter une escalade de la violence. Pour sa part, Mustafa al-Kadhimi, actuel chef du gouvernement, a appelé au calme et à l'entente entre les différents blocs politiques. Il a exprimé dans un communiqué, je cite, « J'invite l'ensemble des partis à faire preuve de raison et de patience et à éviter la confrontation avec les forces de sécurité, ainsi qu'au respect des institutions de l'État. » Le chef du gouvernement irakien a aussi insisté sur la nécessité d'œuvrer à stopper la discorde, disant que les feux de la discorde risqueraient de brûler tout le monde. Pour sa part, le cadre de coordination a exprimé sa préoccupation quant à ce qu'il considère comme un assaut du Parlement et un dépassement contre les institutions de l'État irakien. Dans une conjoncture régionale et internationale marquée par une grande montée des tensions, l'Irak s'enlise dans une crise politique et institutionnelle qui risque de conduire ce grand pays arabe dans une impasse. Dans ce sillage, le secrétaire général du parti sadriste a exprimé que la nécessité de faire prévaloir le dialogue politique était une position unanime. Ce dernier a appelé à préserver la paix civile et à éviter que le pays ne sombre dans une situation de chaos. Alors, on l'aura compris, le pays est secoué depuis les législatives d'octobre 2021 par de fortes tensions. Tout d'abord, Michel Rimbaud, pourquoi, après des mois de tractation, les grands partis n'ont toujours pas réussi à s'entendre sur la nomination d'un président de la République ou d'un nouveau chef du gouvernement? Je n'ai pas de réponse absolue, mais je pense que finalement, la question doit être les relations avec l'Iran, j'imagine, oui. Puisque dans les deux côtés, dont il s'agit en fait des principaux partis en présence qui s'opposent, du moins au Parlement, ce sont des partis chiites. Et il y en a un, effectivement, le parti de M. Nouri al-Maliki, avec qui inclut des forces du Hashd al-Sha'bi. Oui. Donc, sont pro-iraniens, ouvertement pro-iraniens. Moqtada al-Sadr, il n'est pas spécialement un parti en Iran, ce n'est pas un ennemi, mais enfin, c'est les chiites, mais enfin, il n'est pas lié à l'Iran de la même façon. Donc, je crois que la question des relations avec l'Iran doit certainement être centrale, je pense, dans l'opposition entre ces deux partis. Alors après, il y a un mystère pour moi, ce que je ne sais pas, mais je n'ai pas la réponse non plus, c'est que sont devenus finalement les représentants du sunnisme, par exemple, en Irak, et puis les représentants kurdes, puisque, comme on sait, les Américains, dans leur
entre guillemets, leur entreprise de démocratisation, c'est-à-dire de mise du pays à la dévastation de son invasion et du chaos, qui se met un chaos global, ont réussi leur coup puisqu'ils ont réussi à diviser le pays en trois parties, en trois communautés qui n'étaient pas des communautés puisque c'était un mix en quelque sorte de questions ethniques et de questions religieuses. Il y avait les chiites, les sunnites, et puis les Kurdes. Les Kurdes, c'est pas une. Très bien. Justement, nous allons revenir tout à l'heure dans cette émission sur le rôle des États-Unis dans toute cette histoire. J'ai envie de vous reposer la même question, Zine Cherfaoui. Pourquoi, selon vous, après des mois de tractation, les grands partis n'ont toujours pas réussi à s'entendre sur la nomination d'un président de la République ou d'un nouveau chef du gouvernement ? Oui, en réalité, la situation ou le soubresaut que vit l'Irak en ce moment, en fait, elle souligne l'impasse politique totale dans laquelle se trouve le pays depuis 2003. Donc, au plan de la forme, depuis les législatives anticipées d'octobre 2021, desquelles le mouvement sadriste est sorti grand gagnant, il y a les deux pôles du chiisme politique irakien, celui de Muqtada Sadr et des pro-iraniens du cadre de coordination, continuent à revendiquer une majorité au Parlement et le droit de nommer le Premier ministre. Donc déjà, à ce niveau-là, on a l'impression que on ne sait pas vraiment qui a gagné l'élection. Donc, d'où les frictions que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, il y a un autre élément, c'est que vous avez Muqtada Sadr qui est allié à des forces sunnites et kurdes, entend briser la tradition qui prévalait jusque-là et qui voulait que toutes les forces chiites soient partie prenante dans un gouvernement de consensus. Or, le clerc chiite veut un gouvernement majoritaire qui repousserait donc les autres chiites du cadre de coordination dans l'opposition. Et donc, c'est ce qui aujourd'hui provoque l'impasse dans laquelle se trouve l'Irak. Et en plus de ces problèmes internes, on sent bien évidemment qu'il y a une rivalité entre les pro-iraniens et le bloc nationaliste que représente Muqtada Sadr. Donc aujourd'hui, c'est cette absence de consensus autour de ce que doit être la majorité et l'opposition au sein du Parlement irakien qui provoque justement cette crise qui risque si il y a des voix qui appellent à créer des contre-manifestations, qui risquent de déboucher sur une confrontation dans la rue. Mais bon, il y a aussi en face d'autres voix qui appellent au calme et à la négociation. Donc il y a une très très forte rivalité entre le bloc représenté par Muqtada Sadr et le bloc représenté par le cadre de coordination qui représente l'alliance de la conquête, qui est en réalité la vitrine politique du Hashd Shabi, qui est une branche armée pro-iranienne. Donc vous avez un jeu dans le jeu, si vous voulez. Très bien, merci Zine Cherfaoui. Je me retourne vers vous, Michel Rimbaud. Zine Cherfaoui vient d'utiliser le terme de crise. Alors on l'a vu, les manifestants dénoncent notamment la candidature au poste de Premier ministre de Mohamed Shia al-Soudani, jugé proche de l'ancien chef du gouvernement Nouri el-Maliki, ennemi historique de Sadr. Pouvons-nous parler plutôt d'impasse aujourd'hui, puisque les protestataires ont exigé des législatives anticipées seulement 10 mois après leur organisation? Oui, en fait, je pense qu'il y a une atmosphère de crise. Et puis ça pose un problème pour cette loi électorale. Qui sera le Premier ministre? Qui sera Nous avons beaucoup de mal à vous écouter, Monsieur Rimbaud. Nous allons essayer de régler le son. En attendant, je vous repose cette même question, Monsieur Cherfaoui. Peut-on parler aujourd'hui d'impasse, puisque les protestataires ne semblent pas prêts de reculer avant avoir obtenu l'organisation d'élections législatives anticipées? Oui, écoutez, oui, c'est le cas de le dire. C'est une véritable impasse, une impasse qui dure depuis 10 longs mois. Je rappelle à vos téléspectateurs que les élections législatives ont eu lieu en octobre 2001 et aujourd'hui on est en juillet 2022 et le Parlement n'arrive toujours pas à s'entendre sur la personne qui doit être le président de la République et encore moins sur la personne qui doit être le chef du gouvernement, qui doit être chiite. Donc aujourd'hui vous avez le courant de
de Muqtada Sadr qui refuse absolument que Mohamed Chia Soudani soit réputé proche de Nouri al-Maliki, qui a été pendant 8 ans chef du gouvernement et dont dont la gestion, dont les Irakiens ne gardent pas de les Irakiens ne gardent pas de lui un très bon souvenir. Donc effectivement c'est une crise, c'est une impasse qui peut encore déboucher sur beaucoup de dégâts. Oui. Et on assiste, Monsieur Chelfaoui, vraisemblablement à une révolte populaire due à une impasse politique. Ce mouvement est-il spontané selon vous, au contraire nourri par des courants politiques ou autres ? La colère de la rue, elle peut être facilement explicable. Je dirais même qu'elle est légitime. Souvenez-vous, en 2018, il y a eu des manifestations dans le sud de l'Irak. Ces manifestations ont fait tache d'huile, donc elles ont à Bassoura. Donc souvenez-vous des protestations de Bassoura. Ensuite, en automne 2019, vous avez eu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un printemps irakien. Vous avez eu des centaines de milliers de personnes qui sont sorties dans la rue donc pour protester contre la mauvaise gouvernance, pour la corruption. Ils ont dénoncé la gabegie. D'autres ont même appelé à la chute du système. C'est pour vous dire que depuis 2004-2005, date de la mise en place du gouvernement irakien de transition, les différentes équipes gouvernementales qui se sont succédées au pouvoir n'ont jamais pu répondre aux aspirations de la population, qui étaient de créer des emplois, qui étaient de donner de l'électricité, du gaz, etc. Aujourd'hui, en Irak, vous avez un petit pays au plan de la taille, c'est quand même moins de 500 000 km². Vous avez 40 millions d'habitants. Vous avez l'Irak qui comprend les 4e plus grandes réserves de pétrole au monde et qui n'arrive pas à satisfaire les besoins les plus élémentaires de la société. Vous avez les routes, vous avez les écoles, etc. qui sont complètement sinistrées. Et c'est la raison pour laquelle, en 2018, en 2019, les gens sont sortis dans la rue. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens aussi sont mécontents et envahissent le Parlement. Bon, pourquoi ils envahissent le Parlement? Pourquoi ils font confiance à Muqtada Sadr? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est le seul leader politique qui a réussi à fédérer autour de lui à la fois des Kurdes et des sunnites, mais c'est quelqu'un qui représente aujourd'hui, et même des communistes, et c'est aujourd'hui un peu la seule personne qui représente une alternative au chaos que vit aujourd'hui le pays. Alors, il me semble que nous avons pu améliorer la liaison avec Michel Rimbaud, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, oui. Mais... très bien. Alors, ce mouvement est-il spontané, selon vous, au contraire, nourri par des courants politiques ? Écoutez, moi, je reviens sur ce que je pense qu'on m'entendait pas tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un problème, qui est le problème, je dirais, presque électoral, savoir est-ce que c'est M. Nouri el-Malki ou bien M. Muqtada el-Sadr qui va, disons, assumer l'essentiel de l'influence ou du pouvoir dans l'avenir de l'Irak. Bon. Mais ça, c'est un problème interne et je ne sais pas si ça changera radicalement la donne parce que les problèmes de l'Irak, dans la période actuelle, je crois qu'il est impossible de zapper, de faire comme si l'Irak était un pays, disons, totalement indépendant et qui décide de son destin tout seul, sans aucune référence à son environnement régional et international. Et surtout pas maintenant. Surtout pas s'agissant des relations avec l'Iran, par exemple, et du contexte et de la présence des États-Unis et du chaos que les États-Unis ont mis, disons, en Irak il y a maintenant près de quasiment 20 ans. Parce que le problème est là. Alors après, je crois que ce soit monsieur Muqtada el-Sadr ou bien Nouri el-Malki ou bien un autre, finalement, je ne suis pas sûr que ça change radicalement la donne. L'important, ça serait peut-être que en Irak, qu'on prenne en compte dans l'avenir de l'Irak, son avenir régional, y compris quels seront ses alliés. Est-ce qu'il peut, finalement, les relations avec l'Iran, c'est évidemment une relation clé pour l'instant, quand on sait qu'il y a une grande contestation qui n'est pas autour de l'Irak, globalement, ça en est une partie, et c'est important évidemment pour l'Irak et le peuple irakien, mais disons pour l'avenir de l'Irak, on ne peut pas l'envisager sans voir ça dans le cadre de la grande confrontation actuelle entre l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et les Européens, et l'OTAN,
et puis la Chine, disons le bloc eurasien, comme on dit, donc la Chine, la Russie et l'Iran désormais et d'autres puissances. Alors je crois qu'on ne peut pas zapper pour histoire de dégager le paysage et puis de dire que bon, c'est avant tout, c'est une histoire des Irakiens et de factions finalement qui sont. Alors il y en a une qui prétendent probablement toutes les deux incarner l'unité nationale, mais qui probablement ne l'incarnent pas tant que ça, puisqu'autrement on le saurait. Et en tout cas, ça ne règle pas l'avenir de l'Irak. L'avenir de l'Irak, il faut qu'il se situe. On ne peut pas faire l'économie quand on est l'Irak, de mon point de vue. Le passé qu'il a, le présent qu'il a et l'avenir qu'il attend, on ne peut pas régler son avenir sans tenir compte de tous ces paramètres internationaux. Je pense que c'est crucial et ça passe avant toutes les rivalités entre les accusations de corruption, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait des partis qui soient moins corrompus que d'autres ou plus corrompus. Disons, il y a une situation de chaos qui n'incite pas certainement pas à l'honnêteté et à la clarté financière et à le caractère sain du développement du pays. Il y a un pays qui est en chaos depuis 20 ans. Et il faut qu'il se tire du chaos et qu'il choisisse son camp, je pense. Moi, je crois. Ça y est, il n'y échappera pas. S'il le choisit pas, il restera dans le camp dans lequel il a baigné et le camp qui l'a mis dans le chaos, c'est-à-dire le camp occidental et le camp américain, pour ne pas le citer. Les Américains sont toujours présents. Et je pense que c'est ça le véritable problème, de mon point de vue. Moi, je ne suis pas irakien, mais puisqu'on me demande mon avis, je crois que c'est mon avis personnel. Et je suis profondément convaincu qu'on ne peut pas zapper et faire tout un débat sur l'avenir de l'Irak et l'issue de cette crise, qui est bien réelle, et des troubles finalement actuels, du blocage des institutions, du blocage des travaux du Parlement, de l'absence finalement que malgré les élections, il n'y ait pas de président, il n'y ait pas de Premier ministre, il n'y ait pas de gouvernement. On ne peut pas, trouver que c'est une situation normale. Certes, mais, encore une fois, encore faut-il, tout le monde appelle finalement à la réconciliation nationale et à la modération et à l'entente nationale. Le secrétaire des Nations Unies, la mission d'assistance, la MINUA, à l'Irak. Mais justement, ensuite, le secrétaire général des Nations Unies, M. Rimbaud, a appelé à une désescalade aujourd'hui. Et ma dernière question faisait allusion à la spontanéité de ce mouvement. Qu'en pensez-vous ? Oui. Est-il spontané ou au contraire nourrit ce mouvement de protestation qui a éclaté soudainement en Irak ? C'est à moi que vous parlez ? Oui, c'est à vous. Ah oui, je ne nie pas du tout la spontanéité du mouvement de contestation, mais vous savez, chacun a sa spontanéité. Je pense que les partisans des deux camps, moi je ne suis pas un partisan, je ne suis pas un partisan de l'un ou l'autre cas, mais je crois cependant que les Irakiens ne pourront pas faire l'économie de régler cette question des alliances, comment ils se positionnent au plan régional au sein du monde arabe, dans la région et au sein finalement dans la confrontation mondiale. Personne ne peut y échapper. Ceux qui choisiront pas un camp choisiront obligatoirement l'autre et vice-versa. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ce choix. Malgré toute l'importance de l'enjeu entre les deux clans, je dirais, chiites, qui rassemblent ou qui ne rassemblent pas d'autres éléments de la société irakienne, certainement que c'est important, mais ça se réglera de toute façon, mais il faut que ce point soit réglé. Très bien. Je me retourne, si vous le permettez, vers Zine Cherfaoui. Zine Cherfaoui, j'aimerais faire un petit parallèle avec vous. Toutes ces images d'envahissement du Parlement par les manifestants nous rappellent forcément l'assaut du Capitole aux États-Unis. Ne trouvez-vous pas qu'il existe plusieurs dénominateurs communs ? Le dénominateur commun, c'est que il est évident, ce sont les États-Unis qui ont contribué qui ont contribué à la chute aux enfers, qui ont contribué à la destruction, sinon qu'ils sont responsables de la destruction de l'Irak et de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays. Après, moi je pense que toute autre similitude, je pense qu'elle n'est pas exacte, parce que les États-Unis ont des institutions, comme vous le voyez, des commissions, vous avez le Sénat, vous avez la Chambre des représentants, vous avez des gens qui, à chaque fois que
la démocratie américaine est en danger. Ils finissent toujours par trouver des solutions. Mais en Irak, la situation est infiniment plus complexe. C'est un pays qui est de 40 millions d'habitants. Vous avez une mosaïque ethnique, une mosaïque religieuse. Vous avez donc et toutes les rivalités entre ces éléments-là provoquent la crise que nous connaissons aujourd'hui, et en plus une crise politique sur fond de crise sociale. Et vous avez, comme le disait tout à l'heure si justement votre invité, vous avez aussi des ingérences étrangères qui participent à accentuer, à aggraver la crise. Donc aujourd'hui, vous avez une situation explosive qui risque de déboucher sur l'irréparable. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Irak est un pays qui est la cible du groupe État islamique. Bon, jusque-là, le groupe qui s'est manifesté en 2014, mais créé en 2006, qui a été réduit à sa plus simple expression en 2019, mais qui continue à commettre des attentats dans le nord de l'Irak. Donc, vous avez un pays qui est confronté à d'innombrables défis. Vous avez des défis sécuritaires, vous avez un défi social, mais vous avez aussi un défi politique, et tout ça avec les ingérences de pays de la région. Donc c'est une situation inextricable à laquelle les Irakiens doivent trouver très rapidement des réponses. Et justement, jusqu'où sont prêts à aller les Irakiens aujourd'hui, selon vous? On l'a vu, les partisans de Moqtada Sadr ne sont pas prêts de lever le camp, en tout cas pas avant d'avoir obtenu gain de cause. Écoutez, je pense que les Moqtada Sadr et ses partisans ont émis deux conditions pour le retour, si vous voulez, à la normale. Donc, soit on sursoit à la décision de nommer Mohamed Shia Soudani à la tête du gouvernement, soit on organise des élections législatives anticipées. Donc, après, moi, je pense qu'il y a une très très grande marge pour la négociation, pour trouver un compromis entre les différentes composantes du Parlement irakien. Moi, de toutes les manières, il n'y a pas d'autre solution que celui de la négociation pour sortir de la crise. Donc, les Irakiens aujourd'hui ne peuvent pas, et n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas se permettre encore une nouvelle guerre civile. Ils en ont connu de nombreuses. Une nouvelle guerre civile, je pense qu'elle achèverait le pays et l'exposerait à un risque de morcellement, surtout qu'aujourd'hui, au sein même de la société irakienne, il y a des gens qui ont, par le passé et aujourd'hui encore, plaident pour la partition de l'Irak. Donc aujourd'hui, l'Irak est à un tournant crucial, et il va falloir qu'il se reprenne pour à la fois préserver sa souveraineté, mais aussi son unité territoriale. Très bien. Michel Rimbaud, le dénouement de cette crise pourrait-il venir d'une éventuelle médiation iranienne? C'est d'actualité, et d'ailleurs, l'Iran pourrait-il jouer un rôle déterminant? Probablement. Je pense qu'il pourrait probablement, parce qu'il a malgré tout beaucoup d'influence, justement parce que les forces en présence, au fond, à la base, sont des forces chiites, même s'il y en a une qui essaie de rallier, qui prétend rassembler avec des Kurdes et puis des sunnites. Mais ce que dit M. Chimafi est tout à fait exact sur tous les défis intérieurs, auxquels font face les Irakiens, et qu'il faut y mettre un terme, il faut ramener de l'ordre. Mais néanmoins, moi je pense que l'équilibre international, dans l'époque actuelle, on ne peut pas y échapper. Aucun pays n'y échappe, et certainement pas l'Irak. Quand on sait, en plus, il y a la question qu'on doit se poser. Quel est encore le poids des États-Unis, disons, sur l'Irak? Dieu sait s'ils ont pesé lourd par leur simple présence, empêchant, par exemple, disons, une communication, un rétablissement plein des communications avec la Syrie. C'est quand même quelque chose de crucial pour l'Irak, que les relations avec la Syrie. Bon. Et ça, c'est pas les Américains qui vont le régler, ni, je crois, les deux factions en présence, disons, pour l'instant. Ça semble pas du tout les intéresser. Et je crois que globalement, c'est vraiment des points essentiels. Et moi, je le répète, dans la phase actuelle, je suis pas devin ni rien du tout. Puisqu'on me demande mon avis, c'est mon avis, donc je le partage, si je puis dire. Mais
je crois que c'est vraiment crucial dans l'époque actuelle. On ne peut pas faire et puis se concentrer, dire avant tout, il y a tous ces accrochages, le Parlement qui quoi dans où, et puis recommencer des élections. Ouais. Alors, on peut recommencer des élections certainement si ça doit mener à disons trouver une issue à la crise et puis une union nationale, etc., etc. Mais je suis pas sûr. Puisque les dernières élections ne sont pas si anciennes que ça, elles remontent qu'à, disons, 2021, où c'est pas bien ancien quand même. Hein. Et ça n'a pas permis de trouver de solution. Donc on peut douter que de nouvelles élections dénoueraient la crise. On a vu ça dans d'autres pays, hein, où les crises à répétition. Une fois que le chaos est instauré, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, il est difficile de s'en remettre. D'autant plus que les États-Unis ont toujours une ombre pesante sur l'Irak, notamment pour empêcher les relations avec ses voisins. Rimbaud, c'est une question que j'ai envie de vous poser d'ailleurs, et j'ai envie d'avoir également la réponse après vous de M. Chelfaoui. La crise qui prévaut aujourd'hui, n'est-elle pas à mettre sur le dos de la politique sécuritaire américaine de ces 2 dernières décennies? Après tout, l'Irak ne s'en remet toujours pas. Moi, je répondrais aussitôt et avec enthousiasme en disant oui, bien sûr, ce sont les États-Unis sont largement responsables de leur soi-disant démocratisation qui n'était qu'en fait qu'une prise en main et la démolition de l'État irakien. C'était ça l'objet prouvé, comme dans tous les printemps arabes. Et donc l'Irak, est au contraire, non seulement n'est pas une exception, mais était au contraire un cas qui est retenu comme un cas d'école et qui pèse sur tous les autres pays arabes de la région. Etc., de par les suites que l'on voit. Et cette espèce de va-et-vient de la présence américaine, présent, pas présent, se retire pas. Alors ça fait peut-être partie des péripéties de la politique américaine entre l'oncle Donald et puis l'oncle Joe, mais ceci étant, disons, ça n'arrange pas les affaires de l'Irak. Et c'est un peu à régler, c'est pas très net quand même. Alors l'Iran est une force de poids dans la région, on peut pas en faire... disons, en temps normal, déjà, je crois que pour un pays comme l'Irak, on ne peut pas faire l'économie de voir les réactions de l'Irak, les relations avec l'Iran, par exemple. Mais dans la phase actuelle, moins que jamais, puisque l'Iran est clairement fait partie d'une espèce de troïka de l'Eurasie, avec la Russie et la Chine, opposées au bloc occidental. Nous allons laisser un petit peu de temps quand même à M. Chelfaoui pour répondre également à cette même question. Je vous dis, j'aimerais avoir votre 2 sons de cloche. Monsieur Chelfaoui, la crise qui prévaut aujourd'hui en Irak n'est-elle pas à mettre sur le dos de la politique sécuritaire américaine ? Oui, tout à fait. Je rejoins entièrement l'analyse de votre invité. Effectivement, en 2003, l'invasion américaine de l'Irak est aujourd'hui la cause du drame des Irakiens. Moi, j'irais même plus loin. C'est qu'en essayant de contrôler l'Irak et de faire main basse un peu sur ses réserves pétrolières, etc. Les États-Unis non seulement ont perdu la guerre, mais ils ont pratiquement, c'est une défaite stratégique dans le sens où ils ont jeté l'Irak dans les bras de l'Iran. Donc, en essayant d'avoir un pays l'Irak sous leur influence, eh ben, ils ont eu le résultat inverse qui a consisté à jeter l'Irak dans les bras de l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran exerce une très forte influence en Irak, et justement aujourd'hui, le défi consistera pour les Irakiens si vous voulez, à tout faire pour être maître de leur destin et de leur souveraineté, n'être inféodé à aucun pays. Donc c'est ça en fait le défi qui s'oppose aux Irakiens. Vous avez des Irakiens aujourd'hui qui ont combattu la présence américaine et qui ont tout fait pour que les États-Unis partent de l'Irak, mais en même temps ils rejettent aussi toute influence de l'Iran. Donc aujourd'hui, ce sont des gens qui veulent absolument avoir leur destinée en main et tracer leur avenir. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi le défi auquel est confronté l'Irak. Très bien, monsieur Zine Chelfaoui, malheureusement l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes directeur de la rédaction au quotidien Al-Watan. Michel Rimbaud, je vous remercie également.
Je vous remercie de votre invitation. C'était un débat très agréable et très intéressant, je trouve. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes un ex-ambassadeur de France, ayant été en poste en Mauritanie, au Soudan et au Zimbabwe. Vous êtes également essayiste. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver ce programme via nos différentes plateformes et réseaux sociaux en scannant le QR code qui s'affiche en bas de l'écran.